Hello tout le monde! Ça fait un mois que je n'ai pas tourné de vidéo sur la chaîne et du coup j'ai un énorme retard dans mes vidéos, dans mes points lecture, etc. Tout simplement parce que j'ai passé un mois à refaire ma chambre et elle est immense, donc du coup c'était le chantier partout et j'ai tout simplement pas pu tourner de vidéo. Aujourd'hui j'ai 5 lectures hyper diversifiées à vous présenter. On a de la jeunesse, on a du young adulte, on a du classique, on a de la fantasy, on a du contemporain, on a du policier, enfin bref, il y a de tout. J'espère que ça vous plaira et je vais essayer de vous parler assez rapidement de ces œuvres là, tout simplement parce que ça fait un moment pour certaines que je les ai lues et que j'aurais du mal à vous en dire trop, et aussi parce qu'il y en a 5 et que on est pressé. J'ai commencé l'année 2018 en lisant The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, donc La Servante écarlate en français. C'est marrant parce que l'année dernière, à la même date, j'avais lu Only Ever Yours de Louise O'Neill qui avait été un coup de cœur et qui parle également de la condition de la femme dans la société. Seulement, je pense que ce roman est plus adapté aux adultes. En tout cas, c'est un classique de la littérature canadienne, il me semble. On est dans un futur où le taux de natalité est très bas à cause des déchets toxiques, de la pollution, etc. Donc les femmes sont très peu à pouvoir procréer. Elles sont divisées en 3 catégories dans la société. On a les épouses, qui sont donc les épouses des commandants et qui sont un petit peu les seules à avoir un petit peu de pouvoir dans la société. On a les martas qui sont là pour s'occuper de tout ce qui est domestique, donc à faire à manger, à faire le jardinage, etc. Et on a les servantes écarlates qui ne sont que là pour reproduire, donc elles sont placées dans des maisons pour enfanter les commandants, et une fois qu'elles ont eu un bébé avec un commandant, elles changent de maison pour faire un enfant à un autre, etc. Toutes les femmes qui sont trop vieilles, qui sont handicapées, qui sont infertiles, etc. Sont envoyées dans les colonies où elles vont trier les déchets toxiques. Nous on va suivre du coup Offred, enfin en anglais, et Defred je crois en français, qui est donc une servante écarlate qui est placée dans une maison pour enfanter et qui nous raconte sa vie d'avant, puisqu'elle a connu, c'est ça qui est en fait super impressionnant avec ce roman, c'est qu'elle a connu la vie d'avant, elle a connu la vie telle que nous la connaissons, ou qu'on la connaissait en tout cas au 20e siècle, pardon. Je crois que c'était dans les années 1970. Et elle va nous raconter la vie d'avant, son mari, sa fille, ses amis, son travail, etc. Et en parallèle, elle va nous raconter sa vie présente et la manière dont s'organisent les choses dans cette société et la manière dont elle le vit. Donc on est constamment dans la tête de la protagoniste. J'ai bien aimé ce roman, j'ai mis un petit peu de temps à le lire parce que c'est pas évident à lire en anglais et c'est pas évident à lire tout court, c'est très lourd comme lecture, c'est très oppressant, c'est très pesant. Le fait qu'on soit dans la tête, en fait c'est du coup la protagoniste qui nous parle, qui nous raconte son histoire, c'est très difficile parce que on vit à son rythme, c'est-à-dire qu'il y a, en fait elle ne peut rien faire, elle n'a pas le droit, évidemment il n'y a pas de livre, tout ça ça a été supprimé, en fait il y a une suprématie religieuse dans cette société et elle n'a le droit de rien faire, elle ne peut pas lire, elle ne peut pas parler avec les autres, échanger, communiquer, en fait elle ne peut rien faire et c'est très difficile parce que nous on le vit à sa manière, c'est-à-dire que les journées sont extrêmement longues et du coup la lecture est extrêmement longue et lourde et pesante pour nous également. Alors évidemment il va y avoir des rebondissements, il va y avoir des choses qui se passent et elle va pas tout le temps respecter ce qu'on lui demande de faire, et parfois elle va avoir des attitudes qui ne sont pas correctes dans cette société et voilà, ça donne un petit peu de... C'est quand même un livre mine de rien où on sait que c'est une dystopie, on sait que c'est censé mal se passer, on va quand même avoir de l'espoir et avoir envie que cette protagoniste, que cette femme réussisse à passer au-dessus de tout ça et réussissent à se rebeller entre guillemets. C'est pas du tout le propos de ce roman, mais n'empêche qu'on a certaines lueurs d'espoir et j'ai beaucoup aimé, c'est ça que j'ai aimé et qui a été très différent de ma lecture avec Only Ever Yours, c'est que dans Only Ever Yours de Louise O'Neill, on arrive dans ce... enfin les filles qu'on suit arrivent dans ce monde, alors que là notre protagoniste, donc Offred ou Defred selon votre lecture, elle a connu la vie d'avant et c'est ça qui est hyper difficile parce que c'est comme si aujourd'hui vous perdiez tout le peu de droits que nous avons pour rien du tout. Et ce qui fait peur, c'est qu'il y a certains parallèles qu'on peut faire avec la condition des femmes aujourd'hui
en 2018 et voilà, c'est vraiment un roman effrayant que je vous conseille de lire, tous ceux qui sont intéressés par les dystopies, par le féminisme de manière générale, je vous le conseille. Il y a des personnes qui en ont beaucoup mieux parlé que moi, elles avaient fait un live, un gros groupe de booktubeuses avait fait un live, j'essaierai de vous le retrouver, de vous le mettre en barre d'informations pour vous parler de ce roman avec et sans spoiler. Voilà, moi j'ai bien aimé, je saurais pas quoi dire de plus, c'est très difficile de parler de ce roman et en tout cas j'ai été assez surprise par la fin, je m'attendais pas à une fin qui prenait cette tournure là et c'était hyper frustrant. Voilà, je suis arrivée, j'étais... C'est une plaisanterie j'espère. Je suis vraiment contente de l'avoir lu parce que c'est un roman que j'avais envie de lire depuis 2-3 ans. J'avais fait un commentaire en littérature anglophone sur un extrait de ce roman et depuis il était dans ma wishlist et je me disais je veux le lire, donc c'est chose faite. Maintenant j'ai très envie de voir la série, je crois qu'il y a eu de très bons avis dessus, elle a fait beaucoup de bruit en fin d'année 2017 donc je vais m'y mettre dès que possible. Ensuite j'avais besoin de quelque chose de doux, de jeunesse etc. et comme pareil on en parle pas mal en ce moment et que c'est un livre que j'ai dans ma bibliothèque depuis toujours puisqu'il appartenait à mon grand frère, j'ai lu Les Royaumes du Nord, donc le tome 1 de À la croisée des mondes de Philippe Pullman. On va suivre Lyra qui est une petite fille qui vit dans une université anglaise et qui est élevée en fait par les professeurs, par le prêtre je crois etc. et qui n'a pas de parents en fait, enfin qui a été abandonnée quand elle était petite et qui a seulement un oncle qui n'est pas très présent et qui est souvent en voyage et qui explore le nord parce qu'il a fait des découvertes sur une certaine poussière. On apprend au début du roman que des enfants sont enlevés chaque jour dans le pays. Ce phénomène arrive finalement aux portes de la ville de Lyra et son ami Roger, son meilleur ami, est enlevé et elle décide alors d'enquêter, de trouver un moyen de retrouver son ami, de découvrir qui sont les ravisseurs d'enfants, où est-ce que ces enfants sont amenés et dans quel but. Du coup elle part pour le Grand Nord et il va lui arriver un tas d'aventures. J'ai vraiment bien aimé ce premier tome, voilà, c'est divertissant, ça se lit facilement, ça se lit rapidement, c'est très agréable. L'écriture de Philippe Pullman, enfin en tout cas de son traducteur, est extrêmement fluide, enfin j'ai rencontré aucune difficulté en tout cas au niveau de la lecture. Bon évidemment ça reste du jeunesse. J'ai bien aimé Lyra que j'ai trouvé assez badass. J'ai bien aimé l'originalité du récit, il y a plein de choses qui sont hyper surprenantes, l'univers est assez dense, assez étendu, en tout cas pour une cible jeunesse. Vraiment j'ai trouvé ça super chouette, l'ambiance, la neige, le grand froid, le grand nord, j'ai adoré, vraiment, enfin j'ai vraiment bien aimé. S'il y a bien quelque chose que je pouvais reprocher au roman, c'est dans un premier temps, alors c'est trop bien qu'il y ait plein d'aventures, mais je trouve qu'il y en a trop. Dans le sens où il y a certains moments où je me disais, là, ça aurait pu, en fait, je me disais ça aurait pu s'arrêter là, et ça faisait vraiment trop comme ça à mon goût. Voilà, j'ai trouvé ça un peu long et il y a certaines choses, non pas que j'aurais supprimé mais que j'aurais rythmé différemment pour justement que le tempo du roman soit moins en grand 8. Et également la dimension religieuse, je suis pas fan, voilà, tout simplement parce que j'y connais rien, que j'ai pas trouvé ça utile, je trouve pas ça inintéressant du tout. Mais moi je me suis pas du tout reconnue et projetée et j'ai pas compris en fait, voilà, j'ai vraiment pas trouvé ça utile comme référence pour comprendre et pour expliquer certaines choses, ou alors je suis totalement passée à côté, c'est possible aussi, mais voilà, j'espère qu'il y aura pas trop de références religieuses dans le tome 2 parce que c'est quelque chose, moi personnellement, et c'est encore une fois très personnel, qui m'a un petit peu embêtée. Voilà, je pense enchaîner avec le tome 2 dans les semaines à venir et je pense boucler cette saga assez rapidement, j'ai pas envie de m'éterniser et de lire ça au printemps, donc voilà. Ensuite j'ai reçu un petit colis de la part des éditions Nathan qui m'ont envoyé 2 romans dont Si c'est la fin du monde de Tommy Walsh. Donc bien évidemment je remercie les éditions Nathan de m'avoir envoyé ce roman. On va suivre 4 lycéens et leur réaction face à l'annonce de la fin du monde, puisqu'il y a une espèce de météorite qui est annoncée et qui devrait exploser, enfin voilà, exploser sur la Terre. Ils savent qu'il ne leur reste que 2 mois, je crois. 2 mois pour vivre. C'est un loupé pour moi, voilà, non, voilà, j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça hyper dommage parce que j'ai trouvé le début super prometteur, vraiment, même le résumé m'a trop donné envie, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, j'avais envie de voir. Enfin, en fait, j'avais dit sur mon
Insta Story que pour moi ça allait être un roman plein de justesse, de tendresse et d'amour et pas du tout quoi. Ou alors pas de la manière dont j'avais pensé les choses. Oui, il y a certains aspects qui ont été touchants, mais j'ai trouvé ça vraiment pas crédible, vraiment pas cohérent, vraiment très jeune adulte, trop cliché, trop dans le pathos, et complètement parfois tiré par les cheveux. Je veux dire, il y a des scènes, genre à la fin je me disais mais à un moment il faut s'arrêter, il y a un moment où là ça devient n'importe quoi. Et voilà, je trouve ça trop dommage parce que les 50 premières pages j'étais à fond, je me disais waouh ça part trop bien, les personnages ont l'air hyper intéressants et en fait ils sont pas du tout creusés, c'est vrai qu'ils sont très différents les uns des autres mais ils sont quand même hyper clichés quoi, enfin ils sont trop stéréotypés et c'est dommage parce que encore une fois, il y avait, Tommy Walsh avait dressé des personnages, des caractères, des personnalités très différentes qui, d'une certaine manière, à un moment vont se croiser, s'aimer, vont se sauver, enfin comme vous voulez. Mais non, ça l'a pas fait. Voilà, c'était trop lisse, trop sur la surface, trop cliché, vraiment quoi. Et voilà, il y a des choses qui m'ont dérangée dans la crédibilité, dans le réalisme de cette histoire, c'est que déjà les parents, genre les ados font leur life alors qu'il leur reste 2 mois à vivre, les parents ils s'en foutent de passer du temps avec leurs enfants ou pas, mais même les ados ils savent que c'est la fin du monde, enfin en fait tout le monde s'en bat les... Donc j'ai trouvé ça trop bizarre. J'aurais aimé que Tommy Walsh joue sur la corde sensible, sur la peur, sur... Putain, il te reste 2 mois à vivre quoi, genre vie, et là... Bah non. Bref, je suis en train de m'emmêler les pinceaux, j'ai pas aimé. Voilà, donc je vais quand même lire le deuxième roman que les éditions Nathan m'ont envoyé, qui est Si c'est pour l'éternité, toujours du même auteur. J'espère que ça le fera plus. En tout cas, le pitch me parle plus, mais vraiment dommage parce que la thématique était pas dégueu. J'ai enchaîné avec un policier qui est le plus vieux, je crois, de ma pile à lire, à savoir Une mort esthétique de P.D. James aux éditions Fayard. Rhoda Gradwin, qui est une journaliste très célèbre en Angleterre, décide de se faire une chirurgie esthétique puisqu'elle a une cicatrice tout le long de la joue depuis son enfance. Il s'est passé quelque chose dans son enfance qui a fait qu'elle s'est retrouvée avec une cicatrice immense sur son visage et elle décide du coup de se faire opérer par l'un des plus grands chirurgiens d'Angleterre et elle se retrouve au manoir puisqu'en fait il opère ses patientes dans un manoir, dans un village à quelques kilomètres de Londres, et donc elle se retrouve dans ce manoir et elle se fait tuer. Voilà, c'est le commandant Dalglish qui va enquêter sur cet assassinat puisqu'on comprend au début que c'est un meurtre et donc le commandant Dalglish c'est un commandant que P.D. James utilise souvent dans ses policiers. Ce que j'ai trouvé génial dans ce roman c'est le côté Cluedo puisqu'en fait il y a à peine une dizaine de suspects vu qu'on est dans un manoir, en fait le personnel est très restreint et donc il y a très peu de personnes qui ont pu commettre ce crime et tous les personnages ont un profil qui laisse penser qu'ils aient pu avoir une raison de tuer cette journaliste. Et du coup voilà, c'est vraiment ce côté Cluedo que j'ai vraiment bien aimé puisque voilà, on se prend au jeu, on regarde les personnalités, les profils de chacun, on se dit bah lui pourquoi pas et lui quelles sont les raisons qui auraient pu faire que... Mais ça s'arrête là parce que sinon j'ai trouvé ça trop long. En fait, il y a des choses qui sont vraiment pas utiles pour moi dans les policiers mais c'est très personnel hein, comme point de vue. Des descriptions de paysages, de meubles, voilà des choses pour moi qui sont pas utiles dans un roman policier. Moi j'ai envie dans un thriller ou dans un policier, dans un polar d'enchaîner parce que je suis assoiffée, que j'ai envie de connaître la fin. Et là, bordel, c'était pas utile de me décrire des rues de Londres pendant 3 ans puisque ça n'a aucune importance et aucune utilité, je peux vous le dire, dans l'histoire. Donc vraiment j'ai trouvé ça trop long et la fin m'a vraiment pas convaincue. J'ai été déçue, voilà, j'ai pas du tout... Je m'attendais à plus grandiose, je m'attendais à plus surprenant et en fait c'était d'une simplicité comme bonjour, donc dommage, voilà, vraiment dommage, d'autant plus que je crois que c'est le dernier roman qui est écrit P.D. James, voilà, il est sorti en 2014, donc c'est le dernier qu'elle a écrit avant qu'elle meure. Voilà, c'est le deuxième P.D. James que je lis et c'est la deuxième déception, donc je pense que je réitérerai pas l'expérience. On va quand même conclure cette vidéo sur une bonne note avec le bouc émissaire de Daphné du Maurier que j'ai
vraiment adoré. On retrouve tout au début du roman un homme qui s'appelle John, il me semble, qui est anglais et qui est un petit peu perdu dans sa vie. Voilà, c'est un touriste qui voyage beaucoup en France, qui parle très bien français, il est anglais à la base, et on le retrouve donc dans le Mans, au Mans, pardon. Et il erre, voilà, il sait qu'il va changer de destination, qu'il va bientôt rentrer à Londres, dans sa ville natale. Et voilà, c'est quelqu'un qui est perdu. On n'en sait pas trop, hein. On a juste 1 ou 2 chapitres où on le suit vraiment lui en tant que John. Et voilà, c'est un homme qui est un petit peu perdu dans sa vie et il va se retrouver dans un bar nez à nez avec son sosie, vraiment. Il a l'impression de se voir dans un miroir. Cet homme-là, c'est le comte de Saint-Gilles et qui va être aussi surpris de tomber sur vraiment son sosie, vraiment trait pour trait, voix pour voix, enfin vraiment lui. Ils vont passer la soirée ensemble à échanger un petit peu sur leur vie et à plus ou moins désirer vivre la vie de l'autre. Ils vont dormir ensemble dans une chambre d'hôtel et le lendemain matin, John se réveille et le comte de Saint-Gilles a disparu avec toutes ses affaires et il lui a laissé les siennes. Du coup, John comprend qu'il est pris au piège et qu'il va devoir tenter de vivre la vie du comte de Saint-Gilles. Alors il hésite entre aller voir la police ou tenter en fait de se substituer, de prendre l'identité du comte de Saint-Gilles. John va découvrir la famille et la vie, le quotidien de Jean de Guet et qui va prendre son identité et essayer un petit peu de rattraper toutes les bavures que Jean de Guet a pu faire dans le passé. J'ai adoré ce roman. J'ai adoré la plume de Daphné du Maurier, j'ai adoré sa manière d'écrire et d'imager énormément. Il y a beaucoup de métaphores dans ce roman que j'ai trouvé très belles, voilà, que j'ai beaucoup aimé. Je pense sincèrement que je relirai d'ailleurs du Daphné du Maurier pour cette raison-là. Et j'ai adoré cette quête d'identité, cette substitution d'identité, vraiment le contraste entre le bien et le mal, entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Découvrir en même temps que John, cette famille qui cache énormément de secrets, qui a énormément, voilà, un passé qui est très douloureux et des personnages qui sont parfois perfides et parfois très doux, mais qui cachent tous quelque chose et qui ont tous quelque chose à se reprocher entre guillemets. Et John, il arrive ici, il comprend pas ce qui se passe, il va devoir tout découvrir, il va devoir user de stratagèmes pour pas qu'on découvre qui il est réellement et qu'il n'est pas Jean de Guet. Et bien évidemment, il va s'attacher un petit peu plus que prévu et il va essayer de faire un petit peu plus que prévu et il est tellement touchant. Voilà, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé et j'ai adoré également Marie-Noël qui est la fille de Jean de Guet, qui est un personnage hyper fort, hyper touchant, hyper controversé, enfin voilà, j'ai beaucoup aimé ce récit et c'est très intéressant de voir un homme qui sur quelques jours va devoir s'accommoder, va devoir découvrir une famille, va devoir agir comme le ferait Jean de Guet et finalement il se rend compte que c'est impossible, même s'il essaye de se glisser dans la peau de cet homme-là, il n'arrivera jamais à être cet homme et du coup il y a d'une certaine manière un moment où il est lui-même et la famille, voilà, ne comprend pas certaines réactions. Et c'est une thématique qui est très intéressante que j'essaierai peut-être de redécouvrir dans d'autres romans. Voilà, cette substitution d'identité et essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas et essayer de lutter contre son soi intérieur, essayer de se découvrir et découvrir la vie de quelqu'un d'autre quand on n'aime pas la sienne. Et voilà, vraiment j'ai adoré ce roman, ça a été une super découverte pour moi et une très bonne lecture pour ce début d'année. J'espère quand même que je vous ai inspiré, j'espère que vous avez fait de bonnes lectures. Je vous souhaite d'ailleurs pour les semaines à venir de merveilleuses lectures et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!